Ma mère a crié, vie ou meurt, peu m'importe, après mon accident. Personne de ma famille n'était là pour moi mais ce que j'ai fait ensuite les a tous fait regretter. Je m'appelle Audriana, j'ai 27 ans, et je suis allongée dans cette chambre d'hôpital stérile avec les 2 jambes brisées et 3 côtes cassées. Les machines bipent régulièrement, surveillant ma survie après l'accident. Les mots de ma mère résonnent encore, vie ou meurt, peu m'importe. Personne de ma famille n'est venu me voir pendant des semaines. Ils m'ont complètement abandonné, mais leur cruauté est devenue ma force inattendue. Si vous regardez aussi depuis un lit d'hôpital ou de n'importe où la vie vous a laissé un sentiment d'abandon, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous pour me rejoindre dans ce voyage de transformation. En grandissant dans notre maison de banlieue de classe moyenne dans le Michigan, j'ai toujours eu l'impression de me battre pour respirer dans une maison qui, bien qu'ayant beaucoup d'espace, n'avait pas de place pour mon existence. Notre maison coloniale à 2 étages, avec sa pelouse parfaite et ses meubles coordonnés, était tout comme ma mère Catherine, impeccable à l'extérieur, froide et vide à l'intérieur. Ma mère travaillait comme agente immobilière, complètement obsédée par le statut et les apparences. C'était le genre de personne qui passait des heures à choisir la tenue parfaite pour un barbecue de quartier, mais ne pouvait pas consacrer 5 minutes pour me demander comment s'était passée ma journée. Sa validation venait des chiffres de vente et de l'envie des autres femmes, pas des liens humains authentiques, et surtout pas avec son enfant du milieu. Mon père Thomas était comptable et voyageait constamment pour le travail. Quand il était à la maison, il était physiquement présent mais émotionnellement absent, se cachant derrière des journaux ou enfermé dans son bureau à domicile pour faire du travail supplémentaire. Il était le complice passif par excellence, observant la négligence émotionnelle de ma mère sans intervenir, choisissant la paix plutôt que son rôle de parent. Puis il y avait ma sœur aînée Gillian, de 3 ans mon aînée et l'enfant prodige incontesté de la famille. Elle était le miroir de ma mère à presque tous les égards, douée pour les études, socialement calculatrice et ambitieuse à l'excès. Au moment où j'entrais au lycée, elle était déjà dans une université de l'Ivy League, établissant des contacts et planifiant son avenir parfait en tant qu'avocate d'affaires. Chaque conversation à notre table tournait d'une manière ou d'une autre autour du dernier accomplissement de Gillian. Mon jeune frère Ethan était l'enfant à problème désigné de la famille. 2 ans plus jeune que moi, il se rebellait contre l'absence émotionnelle de nos parents d'une manière que je n'ai jamais osé. Sécher les cours, expérimenter avec la drogue, et finalement développer un problème de toxicomanie que tout le monde reconnaissait, mais que personne ne traitait correctement. Ces problèmes lui attiraient au moins de l'attention, même si elle était négative. Et puis il y avait moi, Adriana, l'enfant du milieu invisible. J'étais la pacificatrice de la famille, le soutien émotionnel humain qui essayait désespérément de maintenir le tout ensemble. C'est moi qui couvrais Ethan quand il sortait en douce, qui écoutait les plaintes de ma mère sur ses concurrents, qui hochait la tête en signe de soutien lors des rares moments de frustration professionnelle de mon père. J'étais le dépotoir émotionnel de tout le monde et la priorité de personne. Depuis mes plus lointains souvenirs, j'ai tout essayé pour obtenir l'approbation de mes parents. J'ai maintenu des notes parfaites, rejoint tous les clubs qui, je pensais, pourraient les impressionner, gardé ma chambre impeccable et n'ai jamais causé de problème. Je suis devenue la fille qui mettait la table sans qu'on le lui demande et se souvenait des préférences et des emplois du temps de chacun. J'étais à la fois la secrétaire, la thérapeute et la pom-pom girl de la famille, mais jamais assez importante pour être vue. Quand j'ai reçu une bourse complète pour l'université Northwestern, je l'ai vue à la fois comme ma voie de sortie et ma chance de rendre enfin mes parents fiers. Le soir où j'ai reçu ma lettre d'acceptation, j'ai prévu une annonce spéciale pour le dîner, passant des heures à cuisiner la lasagne préférée de mon père. Quand j'ai partagé la nouvelle, la première question de ma mère n'était pas sur ma réussite, mais si Northwestern était mieux ou moins bien classé que l'école de Gillian. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation, mais a immédiatement orienté la conversation sur la question de savoir si la bourse couvrirait toutes les dépenses ou s'il devait prévoir des coûts supplémentaires. L'université est devenue mon premier goût de liberté. Chicago n'était qu'à quelques heures de notre maison du Michigan, mais cela semblait être un monde différent. Pour la première fois, j'étais entouré de gens qui écoutaient vraiment quand je parlais, qui appréciaient mes opinions et mes intérêts. Je me suis fait de vrais amis qui choisissaient de passer du temps avec moi, non par obligation, mais par lien authentique. J'ai découvert ma passion pour le marketing et la stratégie créative, des domaines où mon empathie et ma perception, les traits mêmes qui avaient fait de moi une bonne pacificatrice familiale, sont devenus des atouts professionnels. 4 années se sont écoulées en ce qui a semblé être des instants. Alors que beaucoup de mes camarades s'inquiétaient de trouver un emploi après l'obtention de leur diplôme,
j'ai été recruté par une prestigieuse agence de marketing directement à Chicago. J'ai trouvé un appartement avec un ami d'université dans un quartier animé, construit un réseau d'amis solidaires et commencé une thérapie pour commencer à aborder mes problèmes familiaux. Pour la première fois, je construisais une vie basée sur ce que je voulais et non sur ce qui plairait à mes parents. 3 ans après le début de ma carrière, j'ai reçu une promotion inattendue au poste de stratège senior, devançant des collègues plus expérimentés. L'accomplissement semblait monumental, la preuve que j'étais apprécié, que mon travail comptait. Malgré des années de déception, une part enfantine en moi désirait encore la validation de ma famille. J'ai appelé ma mère pour lui annoncer la nouvelle, et étonnamment, elle a suggéré que je rentre à la maison ce week-end pour un dîner de famille pour fêter ça. L'espoir a fleuri dans ma poitrine alors que je préparais un sac pour la nuit ce vendredi-là. C'était peut-être le tournant, le moment où il me verrait enfin. J'ai même fait une folie en achetant une bouteille de champagne chère pour l'occasion. La météo annonçait de la pluie, mais rien ne pouvait entamer mon moral alors que je prenais la route pour le trajet de 4 heures de Chicago à notre maison de banlieue du Michigan. Je me souviens de chanter sur ma playlist préférée alors que des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon. La pluie a commencé légèrement mais s'est intensifiée rapidement à l'approche de la frontière de l'État. Au moment où j'étais à 1 heure de la maison, elle tombait à verse. J'ai appelé ma mère pour lui dire que je pourrais être un peu en retard à cause du temps. Sa réponse a été typique, un rappel de ne pas être en retard car elle avait déjà fait des réservations pour le dîner dans un nouveau restaurant haut de gamme qu'elle voulait essayer. J'ai ralenti ma vitesse car la visibilité se détériorait, mais j'étais toujours déterminé à arriver à l'heure. Je n'étais qu'à 30 minutes de la maison quand c'est arrivé. Un camion dans la voie voisine a fait de l'aquaplaning, déviant brusquement sur ma trajectoire. J'ai instinctivement tourné le volant pour éviter l'impact. Ma voiture a dérapé, les pneus perdant leur adhérence sur l'asphalte détrempé. Le monde a tourné autour de moi alors que mon véhicule quittait la route, dévalant le talus peu profond au bord de l'autoroute. La dernière pensée que j'ai eue avant que tout ne devienne noir était que j'allais manquer le dîner et que ma mère serait encore une fois déçue de moi. Je me souviens de fragments de l'accident comme des scènes de films déconnectés. La sensation d'apesanteur lorsque la voiture roulait, le fracas assourdissant du métal, l'explosion du verre, puis l'étrange silence après que tout se soit immobilisé. La douleur ne s'était pas encore manifestée lorsque j'ai ouvert les yeux pour la première fois, juste la confusion et la perspective à l'envers depuis ma voiture qui avait atterri sur le toit. La pluie tombait encore à travers les vitres brisées quand j'ai entendu quelqu'un crier. Le visage d'un homme est apparu, déformé par l'inquiétude. « Ne bougez pas », a-t-il dit fermement. « Les secours arrivent. » Cet étranger, dont j'apprendrai plus tard le nom, Patrick, conduisait derrière moi et avait été témoin de tout l'accident. Il s'était immédiatement garé sur le côté et avait appelé le 911 tout en se précipitant en bas du talus pour m'atteindre. Alors que le choc commençait à se dissiper, la douleur a déferlé dans mon corps comme de l'électricité. Mes jambes étaient coincées sous le tableau de bord écrasé, et chaque respiration superficielle provoquait une agonie aiguë dans ma poitrine. Patrick est resté avec moi, me tenant la main par la fenêtre et me parlant pour me garder consciente jusqu'à ce que le hurlement des sirènes annonce l'arrivée des services d'urgence. L'extraction a été un flou de douleur et d'instructions criées alors que les pompiers s'efforçaient de me libérer de l'épave. J'ai crié quand ils m'ont finalement sorti, le mouvement envoyant une douleur brûlante dans le bas de mon corps. Les ambulanciers ont travaillé rapidement, stabilisant mon cou, posant une perfusion et évaluant mes blessures avant de me charger dans l'ambulance. L'une d'entre elles, une femme aux yeux bienveillants au-dessus de son masque, m'a tenu la main pendant le trajet vers le centre de traumatologie. « Nous vous emmenons à l'hôpital merci », a-t-elle expliqué. C'est le meilleur centre de traumatologie de la région. Vous allez vous en sortir, mais vous avez des blessures graves. Aux urgences, j'ai été immédiatement entouré par une équipe de médecins et d'infirmières. Leur voix était calme mais urgente alors qu'ils coupaient mes vêtements et attachaient des moniteurs à mon corps. Un médecin aux cheveux grisonnants s'est penché sur moi, son expression sérieuse. « Adriana, je suis le docteur Patel. Vous avez subi de multiples fractures aux 2 jambes, plusieurs côtes cassées, et nous sommes préoccupés par une hémorragie interne. Nous devons vous emmener en chirurgie tout de suite. » J'ai essayé de parler à travers le masque à oxygène pour demander d'appeler ma famille, mais la conscience s'estompait déjà alors qu'il m'administrait l'anesthésie. Quand je me suis réveillé des heures plus tard dans la salle de réveil, la douleur était atténuée par les médicaments, mais la gravité de ma situation devenait claire.
une infirmière m'a expliqué que j'avais subi une intervention chirurgicale d'urgence pour traiter une hémorragie interne due à une lacération du foie et que mes 2 jambes nécessitaient une reconstruction approfondie avec des tiges et des vis en métal. Une de mes côtes cassées avait perforé un poumon, nécessitant un drain thoracique. Votre téléphone a survécu à l'accident, a dit l'infirmière, en brandissant mon smartphone légèrement fissuré mais fonctionnel. Voulez-vous que j'appelle quelqu'un pour vous? J'ai hoché la tête faiblement et lui ai donné le numéro de ma mère. Elle a mis l'appel sur haut-parleur car je ne pouvais pas tenir l'appareil moi-même. Le téléphone a sonné 3 fois avant que ma mère ne réponde avec un « Allô, impatient ». L'infirmière s'est présentée professionnellement. Madame Lawson, j'appelle de l'hôpital Merci. Votre fille Adriana a eu un grave accident de voiture et est en convalescence après une chirurgie d'urgence. Elle a de multiples fractures et des blessures internes, mais elle est stable maintenant. Il y a eu une pause avant que ma mère ne réponde, sa voix froide et agacée. Eh bien, elle était censée être ici pour le dîner il y a 2 heures. Nous attendions au restaurant. L'infirmière a semblé surprise mais a continué. Elle aura besoin d'un soutien important pendant sa convalescence. Les médecins s'attendent à ce qu'elle soit hospitalisée pendant au moins 2 semaines, peut-être plus. 2 semaines? C'est ridicule. Dites-lui d'arrêter de faire sa comédie. A claqué ma mère. Puis sa voix est devenue légèrement distante, comme si elle parlait à quelqu'un d'autre dans la pièce. Thomas, Adriana s'est mise dans une sorte d'accident et va manquer le dîner. Je pouvais entendre la question étouffée de mon père en arrière-plan, puis la voix de ma mère est revenue au bout du fil, tranchante et méprisante. Vie ou meurt, peu m'importe. Nous avons des réservations pour le dîner. Elle fait toujours ça, tout ramener à elle. Les yeux de l'infirmière se sont écarquillés de choc. Elle s'est rapidement empressée de mettre fin à l'appel, mais pas avant que j'entende ma mère se plaindre d'avoir à annuler leur projet pour la soirée. L'infirmière s'est tournée vers moi avec une expression d'incrédulité et de pitié que je n'oublierai jamais. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit, me serrant doucement la main. C'était, je suis juste tellement désolée. J'ai fermé les yeux, des larmes coulant de mes tempes dans mes cheveux. La douleur physique était atroce, mais ce n'était rien comparé à la confirmation de ce que j'avais toujours soupçonné, mais essayé de nier, ma propre mère se fichait que je vive ou que je meure. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard de douleurs, de médicaments, de procédures médicales et d'isolement croissant. Chaque matin, je me réveillais en espérant voir un membre de ma famille sur la chaise à côté de mon lit. Et chaque matin, je faisais face à une autre journée de déception. Les infirmières ont commencé à échanger des regards inquiets quand aucun visiteur n'arrivait. Elles ont vérifié les coordonnées qu'elles avaient dans leur dossier, confirmant qu'elles avaient les bons numéros pour ma famille. Le 3e jour, j'ai demandé à l'infirmière, une femme compatissante nommée Maya, qui s'était particulièrement intéressée à mon cas, de m'aider à appeler ma sœur, Gillian. Bien sûr, ta mère nous a dit ce qui s'est passé, a dit Gillian après que je lui ai expliqué ma situation. C'est juste une période très chargée au cabinet. J'ai cette énorme affaire que je prépare pour le procès. Tu comprends, n'est-ce pas? J'essaierai de passer la semaine prochaine quand les choses se calmeront. Ensuite, j'ai essayé mon frère Ethan, qui au moins semblait sincèrement inquiet. C'est dégueulasse, Audrey. Je suis vraiment désolé. En fait, je ne suis pas dans une très bonne passe en ce moment, mais je promets de venir te voir demain. D'accord. Demain est venu et reparti. Ainsi que le jour d'après, et celui d'encore après. Pas d'Ethan, pas de Gillian, et certainement pas de parents. Une semaine après mon hospitalisation, j'ai subi une autre opération pour réparer davantage mes jambes brisées. Quand je me suis réveillé en salle de réveil, groggy et douloureuse, Maya était là, ajustant ma perfusion. Toujours pas de famille, a-t-elle demandé doucement. J'ai secoué la tête, trop fatigué et le cœur brisé pour parler. Je ne comprends pas, a-t-elle admis. Je suis infirmière depuis 15 ans, et je n'ai jamais vu un patient avec des blessures aussi graves laissé complètement seul par sa famille. Je n'ai jamais été une priorité, ai-je murmuré, les mots s'étranglant dans ma gorge. Au fil des jours, j'ai commencé à développer des relations avec le personnel de l'hôpital, qui est devenu mon système de soutien de facto. Maya passait pendant ses pauses pour discuter, m'apportant souvent des petites douceurs de la cafétéria. Un kinésithérapeute nommé David a commencé à travailler avec moi, me poussant à travers des séances atroces qui me laissaient en larmes, mais qui étaient nécessaires à ma guérison. Walter, l'agent d'entretien de nuit,
s'arrêtait dans ma chambre pendant ses rondes et partageait des histoires de ses 50 ans d'expérience de vie. Son doux accent jamaïcain devenait une présence réconfortante aux heures tardives où la solitude se faisait le plus sentir. 2 semaines après l'accident, Maya est entrée dans ma chambre avec une expression inhabituelle. De la colère mêlée de protection. « Adriana, j'étais sur Facebook hier soir et j'ai vu quelque chose que je pense que tu devrais savoir », a-t-elle dit prudemment. « Ta famille, ils sont en vacances. À Cancun. » Elle a tourné l'écran de son téléphone vers moi, me montrant la publication publique de ma mère, une photo de mes parents, ma sœur et mon frère sur une plage de sable blanc. Des cocktails à la main, de larges sourires sur leurs visages bronzés. La légende disait « escapade familiale bien méritée ». L'horodatage indiquait qu'elle avait été publiée 3 jours après mon accident. Pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital avec des tubes et des fils me maintenant en vie, ma famille était montée dans un avion pour le Mexique pour des vacances dont ils ne m'avaient pas parlé. Des vacances en famille sans le membre de la famille qui se battait pour se remettre de blessures mortelles. La révélation a été comme un coup physique. J'ai fixé l'image jusqu'à ce que Maya reprenne doucement le téléphone. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé, mais quelque chose d'autre, de plus fort, a commencé à se former à sa place. Ils ne viennent pas, n'est-ce pas? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Maya a secoué la tête tristement. Je ne pense pas, ma chérie. Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'hôpital, je me suis permis de ressentir véritablement l'abandon dans son intégralité. J'ai sangloté jusqu'à ce que les infirmières accourent, inquiètes de mon rythme cardiaque élevé sur les moniteurs. Quand elles ont demandé ce qui n'allait pas, si j'avais mal, je n'ai pu que dire entre des respirations haletantes, ma famille ne veut pas de moi. Maya, qui n'était même pas censée travailler cette nuit-là, est entrée après avoir été appelée par sa collègue. Elle s'est assise à côté de mon lit et a fait quelque chose de complètement non professionnel mais entièrement humain. Elle est montée sur le lit d'hôpital étroit à côté de moi, en faisant attention à mes tubes et à mes fils, et m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Ce n'est pas à propos de toi, a-t-elle murmuré. C'est à propos d'eux et de leur incapacité à aimer correctement. Cela ne dit rien de ta valeur. Alors que je sombrais dans un sommeil épuisé, je l'ai entendu ajouter, parfois, la famille que l'on se crée est plus réelle que celle dans laquelle on est né. À ce moment de désespoir complet, j'avais touché le fond. Je n'avais plus rien à perdre, ce qui signifiait que j'avais tout à gagner. Comme l'avait dit Maya, il n'y avait nulle part où aller sinon vers le haut. Exactement 1 mois après l'accident, je me suis réveillé avec un étrange sentiment de clarté. La douleur physique était toujours constante, mais quelque chose avait changé en moi. Pendant 27 ans, j'avais organisé toute mon existence autour de l'obtention de l'approbation et de l'amour de ma famille. Chaque décision, chaque accomplissement, chaque aspect de ma personnalité avait été façonné pour gagner l'affection de personnes qui étaient constitutionnellement incapables de la donner. Alors que j'étais allongé dans mon lit d'hôpital, fixant les dalles du plafond que j'avais mémorisées au cours des 4 dernières semaines, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. C'était fini, je ne chercherais plus l'amour de gens qui ne pouvaient pas le fournir. C'était fini de me faire plus petite pour m'intégrer dans le récit de ma famille. C'était fini de m'excuser d'exister. Ce matin-là, quand David est arrivé pour notre séance de kinésithérapie, il a immédiatement remarqué le changement en moi. Quelqu'un a un air différent aujourd'hui, a-t-il dit en m'aidant à monter dans le fauteuil roulant pour m'emmener à la salle de kiné. Qu'est-ce qui se passe dans cette tête? Je vais sortir de cet hôpital en marchant par mes propres moyens, lui ai-je dit avec une détermination tranquille. Et je vais construire une vie qui n'inclut pas les gens qui ne veulent pas en faire partie. David m'a étudié un instant, puis a hoché la tête en signe d'approbation. La première partie va demander beaucoup de travail et de douleur. La seconde partie, cela va demander encore plus de courage. J'ai les deux, ai-je répondu. À partir de ce jour, mon approche de la guérison s'est transformée. Là où j'avais auparavant enduré la kinésithérapie, je l'attaquais maintenant avec une détermination féroce. Quand David me demandait de faire 10 répétitions d'un exercice, j'en faisais 12. Quand la douleur menaçait de me submerger, je la canalisais en carburant pour ma détermination. Les kinésithérapeutes ont commencé à m'appeler leur princesse guerrière. Impressionné par ma soudaine motivation, pendant mon temps libre dans la chambre d'hôpital, j'ai commencé à documenter mon parcours dans un journal que Maya m'avait apporté. J'ai écrit sur l'accident, l'abandon de ma famille et la gentillesse inattendue d'étrangers qui étaient devenus plus une famille que mes parents de sang ne l'avaient jamais été.
L'écriture est devenue à la fois une thérapie et un témoignage, une façon de traiter ma douleur et de préserver la vérité de mon expérience. Après avoir lu certaines de mes entrées de journal, Maya a fait une suggestion qui allait tout changer. « Tu devrais partager ça », a-t-elle dit en tapotant le journal. Ton histoire pourrait aider d'autres personnes qui ont été abandonnées par leur famille en temps de crise. Tu écris magnifiquement, et ton expérience n'est malheureusement pas unique. Au début, j'ai hésité. Rendre cela public signifiait exposer le comportement de ma famille, mais cela signifiait aussi exposer ma propre vulnérabilité et ma douleur. Je ne sais pas si je suis prête pour ce genre d'examen, ai-je admis. Alors commence petit, a suggéré Maya. Peut-être juste une publication anonyme sur un forum de soutien ou un compte de médias sociaux qui n'est pas lié à ton vrai nom. Cette nuit-là, en utilisant mon téléphone et allongé dans mon lit d'hôpital, j'ai créé un nouveau compte Instagram appelé Confession de lit d'hôpital. J'ai posté une simple photo de la vue de ma chambre d'hôpital avec une brève légende, jour 31 à l'hôpital après un accident de voiture presque mortel. Aucun membre de la famille n'est venu. Mots exacts de ma mère lorsqu'on l'a appelée au sujet de ma survie, vie ou meurt, peu m'importe. Nous avons des réservations pour le dîner. Je trouve la force grâce au personnel de l'hôpital qui est devenu ma famille de substitution. Les os cassés guérissent. Les liens familiaux brisés, peut-être pas, je m'attendais peut-être à quelques commentaires de sympathie de la part d'inconnus. Au lieu de cela, je me suis réveillé le lendemain matin pour découvrir que la publication était devenue virale pendant la nuit. Des milliers de j'aime, des centaines de commentaires et de messages affluents de personnes partageant des histoires similaires d'abandon familial lors de crises de santé. Un commentaire en particulier s'est démarqué. Merci d'avoir mis des mots sur une expérience que je pensais être seul à vivre. Quand j'ai eu un cancer l'année dernière, ma famille n'a pas pu le supporter et a disparu. Les infirmières sont devenues ma famille aussi. Ton courage en partageant cela me donne le courage d'accepter ma situation. Au cours des jours suivants, j'ai continué à publier des mises à jour sur ma convalescence, mes triomphes et mes échecs en kinésithérapie, et mes réflexions sur la recherche de sa valeur en dehors de la validation familiale. Chaque publication résonnait avec un public toujours plus grand de personnes qui comprenaient la douleur unique d'être abandonnées par ceux qui auraient dû se soucier le plus. Mon succès inattendu sur les réseaux sociaux a attiré l'attention d'une journaliste locale qui travaillait sur une série sur les expériences des patients dans le système de santé. Elle m'a contacté via mon compte Instagram pour me demander si j'accepterais d'être interviewé sur mon expérience. Après mûre réflexion et consultation avec Maya et David, j'ai accepté. L'interview a eu lieu dans ma chambre d'hôpital, alors que j'étais encore confiné à un lit et à un fauteuil roulant. J'ai parlé franchement de mon parcours de guérison physique et de l'abandon émotionnel que j'avais vécu. Je n'ai ni embelli ni dramatisé. La simple vérité était suffisamment dramatique. Le reportage a été diffusé aux informations locales du soir et dès le lendemain matin, il avait été repris par plusieurs médias d'information nationaux en ligne. Mon histoire de résilience face à l'abandon familial a touché une corde sensible chez les téléspectateurs de tout le pays. L'hôpital a commencé à recevoir des fleurs, des cartes et des colis de soins adressés à moi, envoyés par des inconnus qui avaient été émus par mon histoire. 3 jours après la diffusion du reportage, mon téléphone a sonné avec un numéro que j'ai instantanément reconnu. Ma mère. Après des semaines de silence, l'exposition publique avait finalement provoqué une réponse. J'ai répondu avec un calme que je ne me connaissais pas Adriana. La voix de ma mère était tendue de colère contenue. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Je me remets de blessures quasi mortelles, ai-je répondu simplement. Tu sais ce que je veux dire? A-t-elle sifflé? Cette histoire ridicule aux informations. As-tu la moindre idée de l'image que cela donne de notre famille? Les clients de ton père posent des questions. L'associé du cabinet d'avocats de Gillian l'a vu. C'est complètement inacceptable. Ce qui est inacceptable, ai-je rétorqué, c'est d'abandonner sa fille à l'hôpital après un accident mortel pour partir en vacances à Cancun. Nous avions prévu ce voyage depuis des mois. Nous ne pouvions pas tout annuler simplement parce que tu as été assez négligente pour avoir un accident de voiture. Ces paroles confirmaient tout ce que je m'étais finalement autorisé à accepter. Il n'y avait pas de malentendu, pas de mauvaise communication. Ils avaient choisi des vacances à la plage plutôt que leur fille gravement blessée en pleine conscience et sans remords. Je ne retirerai pas l'interview si c'est pour ça que tu appelles, ai-je dit. Je n'ai menti sur rien. Nous te poursuivrons en justice pour diffamation, a-t-elle menacé. J'ai déjà parlé à un avocat.
La vérité est une défense absolue contre la diffamation. Ai-je répondu, me surprenant moi-même avec des connaissances que j'avais dû absorber des conversations de Gillian à la faculté de droit. Tout ce que j'ai dit était factuel. Tu as bien dit, vis ou meurs, peu m'importe. Vous êtes bien allé à Cancun pendant que je luttais pour ma vie. Personne de notre famille ne m'a rendu visite une seule fois en plus d'un mois d'hospitalisation. La voix de mon père est soudainement intervenue. Il devait être sur haut-parleur. Audriana, tu exagères complètement cette histoire pour attirer l'attention. A-t-il dit de son ton habituel, évitant les conflits. Ta mère était juste contrariée pour le dîner quand elle a reçu cet appel. Nous pensions que tu avais des médecins et des infirmières pour prendre soin de toi et qu'il n'y avait pas grand-chose que nous puissions faire. Nous ne sommes pas des professionnels de la santé. Vous auriez pu être des parents, ai-je répondu, ma voix se brisant enfin légèrement. Vous auriez pu simplement être là. Puis vint la voix de Gillian, tranchante et légale. Tu as potentiellement nui à la réputation de notre famille de façon permanente. Maman et papa pourraient perdre des contacts professionnels. As-tu seulement considéré les conséquences pour tout le monde avant de décider d'étaler nos affaires familiales privées en public? Pendant un instant, j'ai failli retomber dans mon rôle de toujours, celui de la pacificatrice familiale, celle qui s'excuserait et arrangerait les choses. Mais ensuite, je me suis souvenu des photos de plage postées pendant que j'étais là, brisé et seul, et ma résolution s'est durcie. Je dis simplement la vérité, ai-je dit doucement. Si la vérité nuit à votre réputation, peut-être devriez-vous examiner vos actions plutôt que de faire taire la personne qui en parle. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Jamais de ma vie je ne m'étais opposé à ma famille de cette façon. Nous sommes ta famille, a finalement dit ma mère, sa voix froide. Tu nous dois la loyauté. La famille se définit par les actes, ai-je répondu avant de raccrocher. Cette conversation a été un tournant décisif. Pour la première fois de ma vie, j'avais fixé des limites avec ma famille et j'avais tenu bon. La sensation était terrifiante mais libératrice, comme sauter d'une falaise et découvrir que je pouvais voler. J'avais passé toute ma vie à craindre leur désapprobation, pour découvrir que survivre à celle-ci me laissait plus forte que je ne l'avais jamais été. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis l'accident. 6 semaines après l'accident, le docteur Patel a signé mes papiers de sortie. Mon corps était loin d'être complètement guéri. J'aurais besoin de kinésithérapie ambulatoire continue pendant des mois, et mes jambes étaient encore largement immobilisées dans des attelles, mais j'étais médicalement assez stable pour continuer ma convalescence en dehors de l'hôpital. Cela posait un problème pratique immédiat. Mon appartement à Chicago était au 3e étage sans ascenseur, complètement inaccessible pour quelqu'un qui ne pouvait pas monter les escaliers. Mon travail avait été compréhensif au sujet de mon absence au début, mais après 6 semaines, ils avaient clairement fait savoir que mon poste ne serait pas maintenu indéfiniment, et surtout, je n'avais pas de famille pour m'aider pendant ce qui serait une longue période de convalescence. Alors que je réfléchissais à ces défis, Maya est apparue dans ma chambre d'hôpital pendant sa pause, s'est perchée sur le bord de mon lit et m'a fait une offre qui m'a fait pleurer. J'ai une chambre d'amis dans mon appartement, a-t-elle dit. 1er étage, salle de bain accessible en fauteuil roulant. Elle est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. Maya, je ne peux pas abuser de toi comme ça, ai-je protesté, même si un soulagement m'envahissait. Tu as déjà fait tellement de choses. Ce n'est pas une charge, a-t-elle insisté. Ma sœur y vivait avant de déménager en Arizona l'année dernière. La chambre est juste vide. De plus, tu as besoin de quelqu'un avec une formation médicale pendant ta convalescence, et il se trouve que je suis une excellente infirmière. Après de longues discussions et l'assurance qu'elle offrait cela par véritable souci plutôt que par obligation, j'ai accepté la générosité de Maya. Le jour où j'ai quitté l'hôpital, poussé par un brancardier avec Maya marchant à mes côtés, portant mes quelques affaires, j'ai été frappé par la prise de conscience que je partais avec des liens plus significatifs que ceux avec lesquels j'étais arrivé, bien qu'aucun membre de ma famille n'ait été présent pour l'un ou l'autre événement. S'adapter à la vie en dehors de l'hôpital présentait de nouveaux défis. Apprendre à naviguer dans le monde avec des béquilles et en fauteuil roulant était humiliant et frustrant. Des tâches simples comme prendre une douche ou préparer à manger sont devenues des opérations complexes nécessitant de la planification et de l'aide. L'appartement de Maya, bien que plus accessible que le mien, aurait tout de même nécessité des adaptations pour ma mobilité réduite. Pourtant, à côté de ces défis, il y avait des bénédictions inattendues. Ma communauté en ligne a organisé une collecte de fonds qui a couvert le reste de mes frais médicaux non pris en charge par l'assurance.
plusieurs abonnés travaillant dans le marketing m'ont contacté avec des pistes d'emploi pour des postes qui pourraient s'adapter au travail à distance pendant la suite de ma convalescence. Après plusieurs entretiens virtuels menés depuis le salon de Maya, j'ai accepté un poste dans une agence de marketing à impact social plus petite mais innovante, qui appréciait réellement mon histoire personnelle. Ils voyaient mon expérience non pas comme un handicap mais comme un atout qui me donnait un aperçu unique de la résilience et de l'authenticité humaine. Des qualités qu'ils voulaient dans leur campagne pour des clients à but non lucratif. Pendant ce temps, mes relations avec le personnel de l'hôpital qui m'avait soutenu continuaient de s'épanouir en dehors du cadre clinique. Walter, l'agent d'entretien qui avait partagé son déjeuner pendant les gardes de nuit, est devenu un visiteur régulier, apportant souvent ces fameux pâtés jamaïcains faits maison qui, insistait-il, remettraient de la viande sur ses os. David, mon kinésithérapeute, a continué mon traitement ambulatoire et est devenu à la fois un ami et un mentor, me poussant à dépasser mes attentes de guérison tout en me soutenant émotionnellement à travers ce processus difficile. Nous avons établi une tradition de dîner hebdomadaire. Maya, Walter, David et moi nous réunissions dans l'appartement de Maya chaque vendredi soir pour partager des repas et des histoires. Ils sont devenus la famille que j'avais choisie, liés par un soin authentique plutôt que par des liens de sang obligatoires. Ma présence sur les réseaux sociaux a continué de croître alors que je documentais ma convalescence en cours et mes réflexions sur le traumatisme familial. Ce qui avait commencé comme un exutoire pour ma douleur a évolué en une plateforme de plaidoyer. Je recevais quotidiennement des messages de personnes naviguant dans leur propre rupture familiale, cherchant des conseils ou simplement un lien avec quelqu'un qui comprenait. 3 mois après ma sortie, j'ai reçu un email inattendu d'un organisateur de conférences sur la santé qui avait vu mon interview aux informations. Ils m'ont invité à prendre la parole lors de leur événement annuel sur le thème des systèmes de soutien aux patients et du rôle des travailleurs de la santé dans les situations d'abandon familial. Bien que j'utilisais encore un fauteuil roulant pour les longues distances, j'avais progressé au point de marcher sur de courtes distances avec un déambulateur. La perspective de parler en public me terrifiait. Mais je l'ai reconnu comme une opportunité de donner une voix à une expérience partagée par beaucoup mais discutée par peu. Le jour de la conférence, Maya m'a accompagné pour me soutenir. Alors que je montais sur scène en fauteuil roulant et que je me positionnais derrière le microphone, j'ai été saisi d'une panique momentanée. Puis j'ai repéré Maya au premier rang, me faisant un pouce levé, et j'ai trouvé mon courage. J'ai parlé pendant 30 minutes de mon expérience, en insistant non pas sur l'abandon lui-même, mais sur la communauté de guérison qui s'était formée dans son sillage. Quand j'ai terminé, le public s'est levé pour une ovation debout qui m'a mis les larmes aux yeux. Des professionnels de la santé, beaucoup avec des larmes coulant sur leur visage, ont fait la queue par la suite pour partager des histoires de patients qu'ils avaient vus abandonnés par leur famille et pour me remercier d'avoir mis en lumière ce traumatisme souvent invisible. Parmi ceux qui m'ont approché après mon discours se trouvait une agente littéraire qui croyait que mon histoire pourrait toucher un public encore plus large sous forme de mémoire. L'idée m'a à la fois excité et terrifié, mais après mûre réflexion, j'ai signé avec elle. L'avance du contrat d'édition qui a suivi m'a fourni la sécurité financière dont j'avais besoin pour me concentrer à la fois sur ma guérison physique et sur le travail émotionnel de construction de mon récit. Alors que la nouvelle du contrat d'édition se propageait dans mon réseau familial élargi, ma mère a tenté une sorte de réconciliation. Elle a appelé un soir, sa voix inhabituellement conciliante. « Adriana, je pense que cette situation a pris des proportions démesurées », a-t-elle commencé. Nous sommes ta famille et il est temps de mettre ce désagrément derrière nous. Quelle situation exactement? Ai-je demandé, sincèrement curieuse de savoir quel aspect elle considérait comme problématique. Cet étalage public d'affaires privées, a-t-elle répondu. C'est inutile et blessant pour la famille. Je ne cherche à blesser personne, ai-je dit sincèrement. Je cherche à raconter mon histoire. Eh bien, il y a plusieurs versions à chaque histoire, a-t-elle rétorqué. Nous pourrions régler ça en privé, en famille. Ton père et moi serions disposés à ce que tu viennes à la maison un week-end pour tout discuter. Pendant un instant, j'ai senti l'attraction de mon désir de toujours pour leur approbation. Puis j'ai reconnu la nature conditionnelle de son offre. Une réconciliation fondée sur mon silence. Je ne suis intéressé que par des relations honnêtes à ce stade de ma vie, lui ai-je dit. Cela nécessiterait une reconnaissance de ce qui s'est passé et pourquoi c'était blessant. Nous te donnions juste de l'espace pour guérir, a insisté ma mère, réécrivant le récit en temps réel. Nous ne voulions pas interférer avec tes soins médicaux. Le gaslighting était si transparent que cela m'a presque fait rire. Maman,
vous êtes allé à Cancun pendant que j'étais aux soins intensifs. Ce voyage était prévu depuis des mois. Nous ne pouvions pas tout annuler à cause de ton accident. La vie continue, Adriana. » Ces paroles ont confirmé que rien n'avait changé. Toute réconciliation exigerait que j'accepte leur version de la réalité, une version qui donnait la priorité à leur convenance plutôt qu'à mon bien-être. « Je vous souhaite le meilleur, » ai-je dit finalement, mais je ne peux pas avoir une relation basée sur le faux-semblant. À l'approche des fêtes de fin d'année, j'ai fait face à la perspective de mon premier Noël sans ma famille biologique. Plutôt que de m'attarder sur ce que j'avais perdu, je me suis concentré sur la célébration avec la famille choisie qui m'avait accueilli au plus bas de ma forme. Maya a transformé son appartement avec des décorations. Walter a apporté le gâteau de Noël traditionnel jamaïcain, et David est arrivé avec une brassée de cadeaux soigneusement sélectionnés. Alors que nous partagions un repas autour de la table de salle à manger de Maya, riant et échangeant des histoires, j'ai été frappé par une profonde prise de conscience. J'étais plus heureuse dans ce rassemblement authentique que je ne l'avais jamais été pendant les célébrations de vacances tendues et basées sur la performance de mon enfance. Pour la première fois, je pouvais être pleinement moi-même sans crainte de critique ou de rejet. Cette nuit-là, allongé dans mon lit dans ce qui était devenu ma maison, j'ai réfléchi à la façon dont la pire expérience de ma vie avait en quelque sorte conduit aux liens les plus authentiques que j'ai jamais connus. L'accident n'avait pas créé le dysfonctionnement de ma famille. Il avait simplement révélé ce qui était déjà là, caché sous le vernis de normalité que j'avais passé ma vie à maintenir. En perdant ce que je pensais avoir besoin, j'avais trouvé ce que je méritais vraiment. 1 an après l'accident qui a failli me coûter la vie et l'a complètement transformé, mes mémoires, Quand la famille échoue, trouver la force dans l'abandon, ont été publiés et ont attiré l'attention nationale. Le livre ne racontait pas seulement l'accident et la réponse de ma famille, mais le parcours plus large de la reconnaissance des schémas de négligence émotionnelle tout au long de mon enfance et de la construction d'une vie basée sur des liens authentiques plutôt que sur des liens obligatoires. À ce stade, je marchais avec une assistance minimale, n'utilisant qu'une canne pour les longues distances ou les jours particulièrement difficiles. J'avais dépassé toutes les attentes médicales pour ma guérison, poussé par une détermination qui a surpris même David, qui avait supervisé ma kinésithérapie tout au long de l'année. La plupart des patients avec des blessures comme les tiennes utiliseraient encore un déambulateur au minimum, a-t-il remarqué lors d'un de nos déjeuners désormais hebdomadaires. Ton corps a fait ce que ton cœur a fait. Il a guéri au-delà de ce qui semblait possible. La sortie du livre a suscité une vague d'attention médiatique. Je suis apparu dans des émissions matinales, j'ai donné des interviews à des journaux et j'ai participé à des discussions de podcasts sur la rupture familiale et le deuil complexe qui l'accompagne. Chaque apparition a généré plus de messages de lecteurs qui voyaient leurs propres expériences reflétées dans mon histoire. Un mardi après-midi ordinaire, alors que je travaillais depuis mon nouvel appartement au rez-de-chaussée, j'avais finalement déménagé de la chambre d'amis de Maya. Bien que nous soyons restés proches, on a sonné à ma porte de manière inattendue. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis retrouvé face à mon jeune frère, Ethan, l'air nerveux et sobre d'une manière que je ne l'avais pas vu depuis des années. « Salut, Audrey » a-t-il dit doucement. « On peut parler ?» J'ai hésité un court instant avant de m'écarter pour le laisser entrer. Nous nous sommes installés dans mon petit salon, un silence inconfortable s'étirant entre nous jusqu'à ce qu'Ethan prenne enfin la parole. « Je suis sobre depuis 6 mois, a-t-il commencé, se tordant les mains sur ses genoux. Une partie du processus consiste à faire amende honorable auprès des personnes que j'ai blessées, et je t'ai beaucoup blessé en ne venant pas quand tu avais besoin de moi. Oui, c'est vrai. Ai-je convenu, ni accusatrice ni pardonnante pour le moment. J'ai lu ton livre, a-t-il continué, 2 fois, en fait. Il y a tellement de choses que je ne comprenais pas sur notre famille avant de le lire à travers tes yeux. Et il y a tellement de choses que tu ne sais pas sur ce qui s'est passé après ton accident. Ethan a ensuite révélé des dynamiques familiales qui m'avaient été cachées. Après mon accident, ma mère avait explicitement interdit aux membres de la famille de me rendre visite, affirmant que cela ne ferait qu'encourager mes comédies. Elle avait contrôlé le récit familial, insistant sur le fait que mes blessures étaient exagérées et que le personnel de l'hôpital pouvait fournir tout le soutien nécessaire. Papa a en fait envoyé de l'argent à l'hôpital pour tes soins, a révélé Ethan, me choquant. Maman a intercepté les fonds d'une manière ou d'une autre, et Gillian est venu te voir 2 fois alors que tu étais sous forte sédation après les opérations. Elle a laissé des fleurs, mais l'infirmière a probablement supposé qu'elles venaient du personnel. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Ai-je demandé, mes émotions un mélange confus de colère, de douleur et d'une petite lueur d'espoir malvenu. Parce que j'essaie de me soigner,
et cela signifie être honnête, a-t-il répondu. Nos parents sont toujours dans le déni de la façon dont ils t'ont traité. De la façon dont ils nous ont traités tous les deux, en fait. Mais ton livre a réveillé quelque chose en Gillian. Elle voit un thérapeute en secret, essayant de comprendre pourquoi elle a tout accepté. Il a hésité avant de continuer. Ils veulent te rencontrer, maman et papa, à la maison. Gillian sera là aussi. Pourquoi? Ai-je demandé, immédiatement méfiante. Pour qu'ils puissent me faire pression pour que je me rétracte sur mon histoire. Écrire une version approuvée par la famille qui les fasse paraître mieux. Honnêtement, je ne sais pas, a admis Ethan. Papa dit qu'il veut expliquer sa version. Maman est, eh bien, toujours maman, mais je pense que tu mérites de leur dire ce que tu as sur le cœur en face, si tu le veux. Et je serai là avec toi cette fois. Je te le promets. La perspective de retourner dans la maison de mon enfance pour affronter les personnes qui m'avaient abandonné au plus vulnérable de moi-même me remplissait d'effroi. Pourtant, une partie de moi reconnaissait qu'une véritable clôture pourrait nécessiter une dernière confrontation. Non pas pour chercher leur approbation ou même leur compréhension, mais pour revendiquer pleinement mon récit selon mes propres termes. Après plusieurs jours de délibération et de conversation avec Maya et ma thérapeute, j'ai accepté la rencontre. Maya m'a aidé à me préparer émotionnellement, en jouant des scénarios potentiels et en me rappelant que quoi qu'il arrive, j'avais maintenant une base solide d'estime de soi qui ne pouvait être ébranlée par la réponse de ma famille. Le trajet de retour vers le Michigan était lourd de souvenirs. En approchant du même tronçon d'autoroute où j'avais eu l'accident, j'ai remarqué qu'un petit jardin commémoratif avait été aménagé sur le site. Pas pour moi, mais pour une autre victime d'accident qui n'avait pas eu autant de chance. Le site était un rappel brutal de la proximité de la mort et de la préciosité de ma vie retrouvée. En arrivant dans l'allée de la maison de mon enfance, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis rappelé que je n'étais plus la fille désespérée de plaire qui avait quitté cette maison un an auparavant. Je revenais en tant que femme qui s'était reconstruite à partir des fragments d'une vie brisée. Ethan m'a accueilli à la voiture, m'offrant un soutien à la fois émotionnel et physique alors que je montais les marches du perron avec ma canne. À l'intérieur, la maison avait exactement le même aspect que toujours, impeccable, impersonnelle et froide malgré son décor parfait. Mes parents et ma sœur attendaient dans le salon, un tableau gênant de malaise familial. Ma mère a parlé la première, sa voix portant son habituel sous-entendu de jugement. « Tu marches mieux que ce à quoi je m'attendais. »« Pas grâce à toi », ai-je répondu calmement en m'installant sur le canapé. Mon père s'est éclairci la gorge. « Adriana, nous t'avons demandé de venir ici parce que nous pensons qu'il y a eu des malentendus des deux côtés. Ton livre nous a dépeint sous un jour très peu flatteur et nous voulions expliquer notre perspective. » J'écoute, ai-je dit, bien que je doutais que quoi que ce soit qu'ils puissent dire justifierait leurs actions. Ce qui a suivi a été une heure douloureuse de tentatives de justification. Ma mère a insisté sur le fait qu'elle avait été sous le choc lorsqu'elle avait fait son commentaire cruel à l'infirmière, que le voyage à Cancun ne pouvait pas être reporté, qu'elle avait supposé que l'hôpital les contacterait s'il y avait de vrais problèmes. Mon père a prétendu qu'il avait été pris entre deux feux, essayant de soutenir à la fois sa femme et sa fille sans aggraver les choses. Pendant qu'il parlait, j'observais ma sœur Gillian. Contrairement à nos parents, elle restait silencieuse, son expression troublée et ses yeux fréquemment baissés. Quand mon père a finalement manqué d'excuses, un silence inconfortable est tombé sur la pièce. « C'est tout ?» ai-je demandé doucement. « Qu'est-ce que tu veux de nous, Adriana ?» a exigé ma mère, la frustration perçant à travers sa façade contrôlée. « Des excuses publiques ? De l'argent ? Qu'est-ce qu'il te faudra pour que tu arrêtes cette croisade contre ta propre famille ? Je ne veux rien de vous, ai-je répondu sincèrement. Je suis venu ici aujourd'hui pour dire ce que j'avais besoin de dire directement en face, plutôt que seulement dans mon livre. Je me suis tourné pour leur faire face pleinement, mes mains stables sur mes genoux. Quand je luttais pour ma vie, vous avez choisi des vacances à la plage plutôt que de vous asseoir à mon chevet. Quand j'avais le plus besoin de ma famille, vous avez décidé que je ne valais pas le dérangement. Ce choix a révélé tout sur notre relation que j'avais passé toute ma vie à essayer de ne pas voir. J'ai continué, ma voix se faisant plus forte. La vérité, c'est que vous m'avez abandonné bien avant l'accident. La seule différence, c'est que cette fois, d'autres personnes l'ont vu aussi. J'ai passé 27 ans à essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné librement. Je ne passerai pas un jour de plus à le faire. Le visage de ma mère s'est durci de colère. Après tout ce que nous t'avons donné, une bonne maison,
une éducation, des opportunités. C'est comme ça que tu nous remercies, par une humiliation publique. J'ai dit la vérité, ai-je déclaré simplement. Si la vérité vous humilie, ce n'est pas ma responsabilité de le réparer. À la surprise générale, Gillian a soudainement pris la parole, sa voix tremblante. Elle a raison, maman. Toutes les têtes se sont tournées vers ma sœur, qui avait toujours été le reflet parfait de ma mère. Que as-tu dit? A demandé ma mère, d'un ton menaçant. Audriana a raison. A répété Gillian, plus fort cette fois. Ce que nous avons fait était mal. Ce que nous lui avons fait pendant des années était mal. Je lui ai rendu visite à l'hôpital 2 fois et je vous ai menti sur l'endroit où j'allais parce que j'étais trop lâche pour te tenir tête. J'ai vu à quel point elle était blessée et je suis quand même monté dans cet avion pour Cancun parce que j'avais peur de te décevoir. Des larmes coulaient sur le visage de ma sœur, la première émotion sincère que je voyais de sa part depuis des années. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être parfaite pour que tu ne me traites pas comme tu as traité Audriana et Ethan. Et en faisant ça, je suis devenu complice de leur souffrance. Ma mère s'est levée de son siège, nous dominant de sa fureur. Ça suffit. Je ne resterai pas ici à me faire attaquer dans ma propre maison par mes propres enfants. Ils ne t'attaquent pas, Catherine, est intervenu mon père, surprenant tout le monde. Ils te disent ce qu'ils ressentent. Peut-être qu'il est temps que nous écoutions. Ma mère le regarda, choquée. De toute ma vie, je n'avais jamais vu mon père la contredire aussi directement. Enhardi par ce soutien inattendu, j'ai posé la limite que j'étais venu établir. Je suis prête à avoir des relations individuelles avec tous les membres de la famille qui peuvent reconnaître la vérité et me traiter avec un respect sincère. Mais je ne compromettrai plus jamais mon bien-être ni ne tairai ma voix pour maintenir une fausse image d'harmonie familiale. Je me suis levé, prudemment, en m'aidant de ma canne. Le choix vous appartient. Vous pouvez avoir une relation honnête avec la vraie moi, ou vous ne pouvez avoir aucune relation du tout. Ce sont les seules options maintenant. Sans attendre de réponse, je me suis tourné et j'ai marché vers la porte, la tête haute. Malgré la légère boiterie qui restait de mes blessures, Ethan s'est immédiatement mis à me suivre, et après un moment d'hésitation, Gillian aussi. Dans l'allée, Gillian m'a étreinte maladroitement. Notre première véritable étreinte depuis des années. Je suis tellement désolé, Audrey, pour tout. Je sais, ai-je dit, pas tout à fait prête à offrir le pardon, mais disposée à laisser la porte ouverte à la possibilité. Ce n'est que le début d'une très longue conversation. En quittant la maison de mon enfance en voiture, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Que mes parents choisissent ou non de faire partie de mon avenir restait à voir, et pour la première fois, leur choix ne définissait pas ma valeur. J'avais dit ma vérité, posé mes limites et étais parti selon mes propres termes, littéralement et métaphoriquement. J'étais entré dans cette maison avec une canne, portant encore les marques physiques du traumatisme. Mais j'en étais sorti avec une force qu'aucun accident ne pouvait m'enlever. 2 ans après l'accident qui a failli me coûter la vie, je me tenais sans assistance au pupitre d'une grande salle de bal d'hôtel, m'adressant au gala inaugural de la Fondation pour le soutien aux patients, l'organisation à but non lucratif que j'avais fondée avec les bénéfices de mes mémoires et de mes conférences. Quand j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, abandonné par ceux qui auraient dû être à mes côtés, je n'aurais pas pu imaginer être ici ce soir. J'ai commencé, en balayant du regard la salle remplie de professionnels de la santé, d'anciens patients et de défenseurs. Mais comme Maya, mon infirmière et maintenant chère amie, me l'a dit lors de mon moment le plus sombre, parfois la famille que l'on se crée est plus réelle que celle dans laquelle on est né. Ma guérison physique avait dépassé toutes les attentes médicales. Bien que je porterais toujours des cicatrices et des douleurs occasionnelles de mes blessures, j'avais retrouvé une mobilité complète. David plaisantait en disant que j'étais sa patiente miracle, bien que nous savions tous les deux que ma guérison avait été le résultat de la détermination et du travail acharné plutôt que d'une intervention divine. La fondation avait été créée avec une mission claire, fournir un soutien émotionnel et pratique aux patients hospitalisés sans présence familiale. Nous avons financé des programmes de formation pour les bénévoles hospitaliers, créé des groupes de soutien pour les personnes éloignées de leur famille et plaidé pour des politiques de santé qui reconnaissent les besoins des patients sans système de soutien traditionnel. Mes mémoires étaient devenues un best-seller, ouvrant une conversation nationale sur la rupture familiale et remettant en question la notion que les liens du sang constituaient automatiquement des relations significatives. J'avais reçu des milliers de lettres de lecteurs qui trouvaient une validation dans mon histoire. Des personnes qui avaient vécu un abandon similaire et avaient lutté avec la honte et l'isolement qui l'accompagnaient souvent.
Ce soir-là, au gala, nous avons honoré 3 personnes qui avaient transformé ma tragédie personnelle en début d'un mouvement, Maya, qui m'avait ouvert sa maison et son cœur. Walter, dont la sagesse et la compassion avaient apporté de la stabilité pendant mes heures les plus sombres, et David, dont la croyance en ma guérison physique l'avait rendu possible. Alors qu'ils me rejoignaient sur scène pour recevoir leur reconnaissance, j'ai ressenti une plénitude dans mon cœur qui transcendait la douleur de mon passé. Ces personnes m'avaient appris ce que signifiait la vraie famille, non pas une obligation basée sur une génétique partagée, mais un choix basé sur un soin sincère. Ma relation avec ma famille biologique avait évolué de manière complexe au cours des 2 années écoulées depuis notre confrontation. Mon frère Ethan avait maintenu sa sobriété et était devenu une présence stable dans ma vie. Nous nous parlions chaque semaine et reconstruisions lentement la confiance qui avait été endommagée par des années de dysfonctionnement familial. Ma sœur Gillian et moi avions développé une relation prudente mais de plus en plus honnête. Son parcours vers la reconnaissance et le traitement de la négligence émotionnelle de nos parents avait été difficile mais authentique. Nous n'étions pas des amis proches, mais nous devenions peut-être les sœurs que nous aurions pu être dans un environnement familial plus sain. Mes parents restaient l'aspect le plus compliqué de mon histoire. Suite à notre confrontation, ils avaient d'abord refusé tout contact, en colère contre ce qu'ils percevaient comme une trahison. 6 mois plus tard, mon père avait pris contact de manière indépendante, demandant à me rencontrer pour déjeuner lors d'un voyage d'affaires à Chicago. Notre conversation avait été gênante, mais représentait sa première reconnaissance, bien que limitée, que leur réponse à mon accident avait été mauvaise. Ma mère maintenait plus de distance, bien qu'elle ait cessé de menacer de poursuites judiciaires et envoyait occasionnellement des cartes d'anniversaire et de vœux formels et rigides. Elle restait incapable ou peu disposée à reconnaître véritablement son rôle dans la dynamique familiale que j'avais exposée, mais elle respectait au moins les limites que j'avais établies. J'en étais venu à comprendre que le pardon n'exigeait pas la réconciliation. Je pouvais libérer la colère qui m'avait autrefois consumé sans inviter de nouveaux préjudices dans ma vie. Certaines relations ne pouvaient pas être réparées, et c'était une réalité à accepter plutôt qu'un échec dont il fallait se blâmer. Ma vie personnelle avait également fleuri de manière inattendue. Grâce à un groupe de soutien pour la rupture familiale auquel j'avais participé pendant ma convalescence, j'ai rencontré Jordan, un thérapeute gentil et perspicace qui avait navigué dans sa propre histoire familiale compliquée. Notre lien s'était approfondi sur la base d'une compréhension partagée et d'un respect mutuel, culminant avec notre mariage 6 mois avant le gala. En concluant mon discours ce soir-là, j'ai partagé la sagesse qui avait émergé de mon parcours. L'accident qui a brisé mes os a révélé ce qui était déjà brisé dans ma famille. Mais dans cette rupture, j'ai trouvé une vérité qui m'a libéré. Nous ne sommes pas définis par ceux qui ne nous ont pas aimés, mais par la manière dont nous choisissons d'aimer les autres. La vraie famille n'est pas déterminée par le sang, mais par ceux qui sont présents, non seulement en temps de crise, mais dans les moments ordinaires qui composent une vie ensemble. Le plus grand cadeau que j'ai reçu de l'abandon de ma famille a été la liberté de créer une vie basée sur l'authenticité plutôt que sur l'obligation. Une vie entourée de personnes qui me choisissent chaque jour comme je les choisis. Après le gala, je suis retourné au petit jardin commémoratif qui avait été aménagé sur le site de mon accident. Jordan se tenait à une distance respectueuse, me laissant un moment seul avec l'endroit où mon ancienne vie s'était terminée et où ma nouvelle avait commencé. J'ai placé une petite pierre sur le mur du jardin, une tradition que j'avais commencée au premier anniversaire de l'accident. La pierre portait une simple inscription, gratitude, non pas pour l'accident lui-même ou la douleur qu'il avait causée, mais pour le voyage de découverte qu'il avait initié. Alors que j'étais là, réfléchissant à la distance que j'avais parcourue, tant physiquement qu'émotionnellement, depuis cette autoroute glissante par la pluie, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. La famille qui m'avait abandonné m'avait involontairement fait le plus grand des cadeaux. La liberté de devenir qui j'étais censé être, entouré de personnes qui m'aimaient, non par obligation, mais par choix. Parfois, nos blessures les plus profondes deviennent nos plus grands professeurs. Parfois, les pires moments de nos vies deviennent le catalyseur de l'émergence de notre moi le plus authentique. Et parfois, lorsque tout s'effondre, nous découvrons que nous sommes bien plus forts que nous ne l'aurions jamais imaginé possible. Avez-vous déjà vécu un moment qui semblait initialement être la pire chose qui puisse arriver, mais qui a finalement conduit à une croissance ou une transformation inattendue? J'aimerais beaucoup lire vos histoires de résilience dans les commentaires ci-dessous. Si ce parcours a résonné en vous, veuillez envisager de vous abonner et de partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que la famille est une question d'amour, pas seulement de sang. Merci d'avoir été témoin de mon histoire. Et rappelez-vous, parfois nos points de rupture deviennent nos moments de percée.
Aimez, abonnez-vous, et rejoignez-moi la semaine prochaine pour un autre chapitre de ce voyage que nous appelons la vie.